demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Après l'Est du pays, Joseph Kabila entame une tournée d'inspection au centre du pays. Le chef de l'État séjourne depuis hier en Mbuji-Mayi. Il n'avait plus foulé le sol du Kasaï depuis la campagne électorale de novembre 2011. Les pourparlers de Kampala appartiennent désormais au passé. Le gouvernement congolais et le M23 ont signé jeudi dans la capitale kenyane des documents qui consacrent la dissolution totale du mouvement rebelle et mettent fin à son aventure militaire dans l'est de la RDC. Devant la presse, Lambert Mende n'a pas manqué de mettre en exergue la victoire totale du gouvernement congolais sur ce mouvement rebelle qui s'attendait à une sortie honorable. Le M23 n'aura ni un accord de paix ni une amnistie générale telle qu'exigée par son bureau politique. En l'absence d'un budget, le gouvernement demande et obtient des crédits provisoires. La proposition de loi examinée en première lecture à l'Assemblée nationale était au centre d'un débat houlé vendredi au Sénat. Daniel Moukoko est venu lui-même fournir des explications aux élus des élus sur les vraies raisons qui ont milité pour le dépôt tardif du projet du budget 2014. Voilà tout pour le sommaire et bienvenue à tous. Bonsoir, le chef de l'État Joseph Kabila est arrivé vendredi à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Cette visite est la première depuis l'élection présidentielle de 2011. Sur place, il a été accueilli par les membres du gouvernement provincial avant de prendre un bain de foule dans les artères de la capitale provinciale du Kasaï oriental. Joseph Kabila s'est rendu ce samedi à Boya, à 45 km de Mbuji-Mayi, où il a visité les installations de la société minière Sassib. Dans la ville de Mbuji-Mayi, le chef de l'État devrait procéder au lancement des travaux d'asphaltage des artères de la ville et inaugurer le bâtiment administratif du cabinet du gouverneur de province. Vous le savez peut-être déjà, le gouvernement congolais et le M23 ont signé ce jeudi à Nairobi et pas à Kampala 3 documents qui consacrent la fin des pourparlers entamés à Kampala depuis 2012. À travers ces documents signés de manière séparée, les deux parties s'engagent à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Le gouvernement s'en tire plutôt bien, d'autant plus que l'ex-rébellion n'aura obtenu ni l'accord de paix ni l'amnistie générale en faveur de ces cadres recherchés par la justice congolaise et la CPI. Côté gouvernement, on dit prendre acte de la dissolution du M23, mais aussi de la fin des pourparlers de Kampala. C'est une belle victoire diplomatique pour notre pays, devrait préciser Lambert Mende vendredi devant quelques chevaliers de la Plim. Le porte-parole du gouvernement n'a pas manqué de calmer les esprits sur l'éventuelle révision des frontières héritées de la colonisation. Il a exhorté les Congolais à faire confiance aux institutions de la République. Lambert Mende l'a dit au cours d'une conférence de presse en son cabinet de travail. Suivez. C'est un ouf de soulagement, la fin d'un cauchemar où les négociations de Kampala appartiennent désormais à l'histoire. C'est le porte-parole du gouvernement Lambert Mende qui annonce avec satisfaction la fin de ces pourparlers. Le M23 n'est plus un groupe armé. Le M23 confirme qu'il renonce à sa rébellion. Le M23 convient que pour bénéficier de l'amnistie, chaque membre du M23
devra personnellement s'engager par écrit à s'abstenir de manière permanente d'utiliser des armes ou de participer à un mouvement insurrectionnel pour assurer le succès de quelque revendication. Toute violation de cet engagement rendra automatiquement l'amnistie accordée nulle et non avenue et privera celui qui aura commis cette violation du droit à toute future amnistie. Le M23 s'engage à suivre et à mettre en œuvre les dispositions transitoires de sécurité. Les dispositions transitoires de sécurité dont les détails seront déterminés par l'annexe A proposée, ainsi développée pour refléter les changements de situation sur terrain, y compris le fait que les ex-combattants du M23 ont fui en Ouganda et y ont été reçus. Le gouvernement de la RDC, représenté par son ministre des Affaires étrangères, prend acte de cette décision et promet. Le gouvernement s'engage à respecter et à appliquer les dispositions transitoires de sécurité. Les dispositions transitoires de sécurité incluront le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-combattants du M23 tels que détaillés dans l'annexe A, et dont la mise en œuvre sera adaptée à l'évolution de la situation sur terrain, y compris le fait que les ex-combattants du M23 ont fui en Ouganda et y ont été reçus. Les présidents de la SADC et de la CIRGEL saluent l'aboutissement heureux de ces pourparlers de Kampala. Nous saluons la conclusion des pourparlers de Kampala et félicitons les parties pour ce résultat. Nous les encourageons à remplir leurs engagements. Nous prions les partenaires internationaux, notamment les Nations Unies et l'Union africaine, de travailler ensemble et de fournir soutien et ressources au gouvernement de la République démocratique du Congo pour la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des pourparlers de Kampala et le processus de suivi selon qu'il conviendra. Pour éviter de retomber dans la situation du RCD, du CNDP et bientôt avec le M23 qui sera mué en parti politique, Kinshasa doit ouvrir l'œil et le bon. L'un des principaux artisans de cette victoire diplomatique, François Mombati Chimbi, était lui aussi devant la presse au vendredi. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba rassure que les intérêts du pays ont été préservés. Il a en outre précisé que la fin des pourparlers de Kampala ouvre la voie à de nouveaux horizons pour la RDC. Ces propos ont été recueillis par José Junior Owawa. Il n'y aura jamais un document co-signé entre la République du Congo avec une force négative, qui plus est, était déjà vaincu et dégagé du terrain. Ce qui s'est passé hier, c'est la signature de 3 documents séparés. Il a été demandé au M23, ex-M23, de confirmer par écrit d'une manière officielle la rénonciation à la rébellion et l'acceptation des conditions pour la suite, telles que posé par la République démocratique du Congo. Ils l'ont fait. Et ce document du M23 est un document signé par le M23 seul. La suite, bien entendu, va s'inscrire, et vous le dites bien, c'est le mécanisme national qui est désigné dans les documents qui ont été signés comme étant l'instrument de suivi de la mise en œuvre donc, de tout ce que je viens d'indiquer. Et donc on a beaucoup de travail parce que nous entrons maintenant dans une phase, la guerre est finie, maintenant il faut stabiliser. Pour pouvoir se stabiliser, il y a toute une série d'engagements que la République a pris. Et nous faisons tout cela pour que les Congolais retrouvent le bonheur, pour que les Congolais retrouvent le bien-être au quotidien, au sens d'accéder à nouveau donc, aux besoins sociaux de base. Et que donc pour arriver à cela, effectivement, il nous faut tous nous rassembler et comprendre que lorsque nous sommes menacés, c'est ensemble que nous sommes forts, les politiques, les diplomates et les militaires. Attention, prévient le journal Le Potentiel. Après la fin des pourparlers de Kampala, le gouvernement devrait rester vigilant et non pas se laisser distraire. L'histoire récente est riche de leçons. À lire les documents signés à Nairobi, il y a lieu de craindre que le M23 n'emprunte le chemin du RCD qui lui-même est le prolongement de l'AFDEL avant de donner naissance au CNDP. Suivez à ces sujets ce commentaire de la rédaction avec Sylvie Ngaloula.
La page sombre vient d'être tournée. Kinshasa et le M23 ont, après plusieurs mois de discussions, signé 2 déclarations de paix à Nairobi. C'est un accord sanctionnant officiellement la fin de la guerre qui a opposé le M23 aux forces armées de la RDC depuis mai 2012 dans la province du Nord Kivu. Malgré la signature de ces documents, le chemin à parcourir est encore loin. La paix durable n'est pas encore totalement acquise. Il appartient donc au gouvernement, voire à toutes les institutions de la République, de gérer en toute responsabilité l'après-Kampala. La paix étant l'affaire de tous, la population doit demeurer vigilante pour ne pas donner l'occasion aux ennemis de la RDC de rebondir sous une autre forme. Avec cette fin, faut-il en rire ou pleurer? La question est sur toutes les lèvres dès que le contenu des documents qui ont consacré la fin des négociations entre les 2 protagonistes a été rendu public. Bien que la hache de la guerre soit enterrée et que la dissolution du M23 comme groupe armé ait été annoncée formellement, il n'est pas exclu que ces groupes armés engendrent un autre monstre pour poursuivre le plan de partition de la RDC. Daniel Mukoko Samba a dû recourir à ses immenses connaissances pour convaincre les sénateurs à accepter en 2e lecture le projet de loi qui sollicite les crédits provisoires en faveur du gouvernement en l'absence du budget. Selon Daniel Mukoko Samba, ces crédits provisoires permettront au gouvernement de mieux fonctionner. Je vous propose de l'écouter. Que le Parlement n'a pas eu le temps utile pour examiner le projet de loi de finances pour l'exercice 2014 déposé par le Parlement. Et puisque la session de septembre arrive à son terme le 15 décembre, le gouvernement sollicite donc des crédits provisoires pour permettre à l'État de fonctionner au courant du mois de janvier, en attendant le vote plus tard dans les 2 chambres du Parlement de la loi de finances, du projet de loi de finances pour l'exercice 2014. Les crédits provisoires, c'est en fait le 12e. Donc les montants qui sont prévus, le montant annuel prévu dans le budget 2013, divisé par 12, et c'est ce montant-là. Le gouvernement est autorisé à le collecter au courant du mois de janvier et à dépenser le même montant au courant du mois de janvier. Toujours au Sénat, des élus ont suivi avec attention la lecture par le vice-ministre des Finances du projet de loi portant reddition des comptes du budget de l'État pour l'exercice 2012. Roger Chulungu a relevé plusieurs facteurs qui ont été pris en compte par le gouvernement lors de l'élaboration de cette loi. Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Après l'Assemblée nationale, le gouvernement a éclairé les sénateurs sur le projet de loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2012. Le vice-ministre aux Finances a révélé les facteurs majeurs qui ont milité pour l'élaboration de cette loi de finances et l'apport de la TVA. Il a par ailleurs indiqué que c'est conformément aux articles 172 et 173 de la Constitution de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le rappel du contexte général, l'élaboration et l'exécution du budget de l'État de l'exercice 2012. La loi des finances de l'exercice 2012 était élaborée dans un contexte caractérisé par 4 facteurs majeurs, à savoir le démarrage des nouveaux quinquennats à l'issue des élections présidentielles et législatives de novembre 2011, placés sous les signes de consolidation de la paix, la reconstruction et la modernisation du pays. Le lancement de la mise en œuvre du document de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté de 2e génération, en sigle DCP2. Les non-versements au trésor public de la TVA perçue par certains assujettis, parmi lesquels se trouve un grand nombre d'entreprises publiques. Après audition, les sénateurs ont au cours du débat précisé que le gouvernement a l'obligation de présenter à chaque exercice budgétaire le projet de loi afin de permettre au Parlement d'accorder un crédit provisoire si les besoins se font sentir.
Jean Bamanissa sollicite l'implication des élus locaux et nationaux de sa province pour que les propositions budgétaires contenues dans son édit de budget 2014 soient prises en compte lors de l'examen de la loi des finances pour l'année qui commence bientôt. Le gouverneur de la province orientale a mis à profit ces échanges pour restituer les activités réalisées par le gouvernement provincial lors du séjour du chef de l'État dans leur province, mais aussi les retombées positives de la récente table ronde économique organisée dans la province orientale. Sylvie Ngaloula. Devant les élus de sa province, Jean Bamanissa a des mots justes pour inviter les députés provinciaux et nationaux de la province orientale à s'impliquer pour que les problèmes de leur province soient pris en compte dans les budgets de l'État. Nous avons réuni les derniers jours, je sais que les députés et sénateurs étaient très occupés, mais réuni un échantillon pour pouvoir discuter de la question du budget, parce que notamment et de retomber de la table ronde et des derniers faits, la visite du chef de l'État en province orientale. Donc concernant le budget, il est effectivement nécessaire que nous qui venons de déposer et que notre budget qui a été retenu et qui est en commission par l'Assemblée provinciale puisse être en tout cas communiqué au niveau des députés provinciaux et des sénateurs qui vont très rapidement pouvoir travailler sur le budget national qui devra reprendre nos chiffres. Donc pour cela, il faut que cette relation-là puisse exister et que nous puissions vraiment soulever tous nos points et être soutenus par l'autorité budgétaire que le Parlement à travers ces deux chambres. Une rencontre saluée par les notables de cette province qui promettent de tout mettre en œuvre pour développer leur contrée. Notre contribution, c'est d'apporter de la matière au gouverneur, que le gouverneur puisse les prendre, qu'il puisse s'en approprier en tant qu'autorité morale de la province pour que la province monte en haut. Nous avons tous les atouts. Le ministre provincial du budget, Armand Kasumbu, a quant à lui exhorté les élus de la province orientale à mouiller leur chemise pour doter la province des moyens conséquents pour son développement économique. Le Premier ministre a donné vendredi le coup d'envoi du projet de fourniture en équipements médicaux et de réhabilitation des structures sanitaires publiques du pays. Élaboré par le ministre de la Santé publique, ce projet devrait permettre au gouvernement de moderniser les formations médicales publiques en vue d'offrir à la population congolaise des soins de santé de qualité. Estimé à 80 millions de francs congolais, ce vaste programme est totalement pris en charge par le Trésor public. Matata Pono a lui-même remis des lots de produits pharmaceutiques, matériel médico-moderne. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital de référence de Kinsenso. Nadine Maïfiloa et Pati Alouma pour les détails. Devant les officiels et la population réunie, le ministre de la Santé publique donne le go à l'exécution du projet de son ministère, celui de réhabiliter et d'équiper les hôpitaux de référence et centres de santé en matériel didactique moderne et neuf. 10 mois après, ce qui n'était qu'une idée est devenu réel. Satisfait d'avoir atteint en partie son objectif, Félix Kabange Numbi attend doter la RDC des structures sanitaires rénovées. L'heure de la modernité dans les secteurs de la santé a sonné. Chaque mois, il y aura des hôpitaux qui seront inaugurés maintenant en équipement parce qu'on va continuer à réhabiliter, on va équiper et la dotation des médicaments se fera progressivement. Pour le chef du gouvernement présent à la cérémonie, ces projets financés totalement par les trésors publics n'est qu'une première étape. S'en suivront bien d'autres car la santé et l'éducation sont des éléments de base qui assurent l'avenir d'une nation. Il ne s'agit pas des équipements des standards inférieurs que nous avons achetés. Nous avons recouru à une structure des Nations Unies très spécialisée dans le domaine, l'UNICEF, qui nous a donc permis de financer un premier programme de 30 millions de dollars sur ressources du Trésor public pour pouvoir non seulement réhabiliter les centres de santé, réhabiliter les hôpitaux, mais les équiper avec des outils performants.
qui répondent aux exigences internationales. Mener à bien ces projets de modernisation des hôpitaux de référence et centres de santé permettra aux Congolais de bénéficier de soins de santé de qualité. Passé l'ego, Augustin Matata Pogno ne pouvait pas repartir sans poser un acte de générosité en faveur des malades internés dans cet hôpital de référence de Kisenso. Un lot de vivres leur a été remis pour leur permettre de bien passer les fêtes de fin d'année. Après Kisenso, l'équipe gouvernementale accompagnée des différents partenaires a tour à tour visité la salle d'échantillons, notamment la salle d'imagerie et de dialyse de la clinique Ngalema et l'entrepôt des équipements de l'UNICEF dans la commune de la Gombe. Rendons-nous à présent à Bibois, dans la commune de Ntsélé, où le manque de canalisation des eaux de la pluie provoque des inondations. Face à cette situation, les habitants de ce coin de la capitale interpellent les autorités urbaines à leur trouver des solutions avant que le pire ne se produise. Au même moment, les jeunes du quartier Mundiana, eux, placent les sacs de sable pour éviter des catastrophes en attendant l'intervention des pouvoirs publics. Jémi Mamogo. Après la pluie, c'est le beau temps, dit un vieux dicton. Mais c'est le contraire dans le quartier Bibois à Ntsélé. Ici, la plupart des maisons sont détruites, les habitations inondées, bref, un quartier presque désert car c'est dans cette vallée que ces eaux de pluie terminent leur course. Le reste de ces quelques maisons sont remplies de sable entraînées par les pluies diluviennes qui ont quasiment tout détruit lors de leur passage. Inquiète, la population demande aux autorités urbaines de canaliser les eaux afin d'éviter tous ces dégâts. Nos maisons sont inondées et remplies de sable. Nous n'avons pas un endroit pour habiter. Venez à notre secours, s'il vous plaît, dit cette femme. Nous ne savons quoi faire. Nos habitations sont détruites. Nous passons la nuit à la Belle Étoile. Aidez-nous, s'il vous plaît, dit cette autre femme. Entre-temps, à Bunjama, toujours dans la commune de Ntsélé, les jeunes gens se battent avec des sacs de sable pour lutter contre les érosions. Ces sacs de sable que nous plaçons ici nous permettent de lutter contre les têtes d'érosion dues aux pluies diluviennes, dit cette femme. La population de la ville de Kinshasa exige la fin immédiate de tous travaux de réhabilitation des routes afin de permettre la fluidité du trafic. Les bouchons qui se créent ces derniers jours risquent d'empirer lors des fêtes de fin d'année. Toujours à travers nos communes, le quartier Miaka dans la commune de Kimbanteke court un risque certain, peut même disparaître si des solutions appropriées ne sont pas prises en toute urgence. Des érosions rongent ce coin et même la route qui mène vers Mokali. Victimes de cette situation, les habitants de cette partie de la capitale exhortent le pouvoir public à leur venir en aide. C'est un mini-dossier réalisé par Sylvie Ngaloula. Mine de rien, le quartier Miaka est sur le point de disparaître de la carte de la ville de Kinshasa. Les têtes d'érosion avancent vite et emportent sur leur passage des habitations et même des rues. Ces gouffres gênent en même temps la circulation et obligent ces victimes à passer des nuits entières à la Belle Étoile. Ce n'est pas tout, les malfaiteurs de tous bords profitent de cette situation pour soustraire de la vigilance des services de sécurité. Nous sommes en difficulté. Toutes nos maisons ont été emportées par cette érosion, dit cette femme. Mon fils et moi n'avons pas de maison. Nous sommes obligés de passer la nuit à la Belle Étoile, exposés aux menaces des Kuluna. Que les autorités nous viennent en aide. Face à ce qu'ils considèrent comme un abandon de pouvoir public, les jeunes du coin ont entrepris avec les moyens du bord des travaux avec l'objectif de freiner à défaut d'arrêter tous ces têtes d'érosion. Une mission difficile mais qui n'entame pas leur détermination. Tout a commencé timidement. Au fil du temps, les érosions ravagent le quartier 17 hommes. Nous avons commencé à travailler avec le moyen du bord. Nous sommes cependant limités. L'autorité municipale est déjà saisie et nous attendons sa réaction qui tarde à venir, dit cet autre. Et comme il fallait s'y attendre,
Ils s'en prennent vertement aux autorités provinciales qu'ils accusent du reste de laxisme devant cette situation quasi urgente. Et c'est avec ces reportages que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé 7, la télé républicaine. Bon week-end à tous. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.